Oui, les meufs sont sympas, il n'y a pas de souci. Ah, bah voilà, on n'est pas seul du monde. Alors, vous avez Ah, c'est bien que tu moi j'avais dit, j'ai postulé, ouais, j'ai fait le choix d'une grande association. Pour l'instant, c'est moi qui ai fait la course. ouais, c'est Et je sais pas si ça beaucoup, c'est pas un problème pour vrai qu'il y a. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer dans 2 minutes. Est-ce qu'on peut essayer le deuxième micro en attendant? Par contre, On t'entend pas. Ils ont coupé le micro. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon là en fait, ça marche. Oui, je crois que c'est bon. Je crois que vous m'entendez. Bon, voilà, on m'entend. Bonsoir à toutes et à tous. Vas-y, c'est bon. Bonsoir. Non. on t'entend les Ouais, bon. Bonsoir quand même. Donc, c'est pour présenter, pour faire un petit mot d'introduction pour présenter la commission LGBT des écologistes. Pour celles-ci sur Français qui ne connaissent pas la commission, on fait partie prenante du groupe du parti des écologistes. Et en fait, on a la charge, lourde charge de travailler sur toutes les questions LGBT au sein du parti. Et donc, ça veut dire du travail thématique, ça veut dire du travail avec les élus, mais aussi du travail en lien avec les assos et tout le monde communautaire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on organise ces événements. Euh, et donc, l'événement de ce soir, il y a aussi, j'annonce, un événement le 22 qui vient aussi sur le question du lesbienne, qui sera à 20h en vidéo et qui sera sur plus les questions de pluralité et de numérique lesbienne. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Maram Khan. Je suis membre de la commission LGBT des Verts. Je remercie Amy justement pour son mot introductif. Est-ce que le son est trop fort? Est-ce que ça vous convient? Oui? Ok. Donc, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir d'être là ce soir avec des panélistes de talent. J'ai l'impression que ça fonctionne encore. Bon. Avec des panélistes de talent, comme je disais, et cet événement est vraiment, on va dire, une avant-première de la semaine de visibilité lesbienne qui commence la semaine prochaine. Donc, on va parler d'énormément de thématiques aujourd'hui. On va parler des marentalités lesbiennes. Donc, est-ce que c'est de la tendresse radicale ou de la logistique militante? On va parler aussi des sujets purs de lesbianisme. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est une anecdote? Est-ce que entre le triangle des Bermudes et les lesbiennes, qu'est-ce qui est le plus facile à trouver? Les lesbiennes sont comme des licornes. Elles sont adorées dans les discours, mais par contre absentes des politiques publiques. Donc on s'interroge. Et avec moi ce soir, j'ai Alex Lashkar sur ma gauche, qui est doctorant dans une université à Vienne. Je ne me souviens plus du nom de l'université. Université de Vienne. Donc, Alex travaille sur une thèse en littérature lesbienne contemporaine et a écrit à l'encre violette, à 10 mains, écrit, voilà, cet ouvrage-là, écrire à l'encre violette.
Et aussi sort un superbe projet avec le média Lesbien Raisonnable sur le prix, on a débattu sur comment on le prononce, le prix Goincourt ou Guincourt. J'ai une préférence, mais je vais passer dessus. Pour justement parler mettre en valeur la littérature lesbienne francophone. Donc merci Alex d'être là avec nous ce soir. Donc, à la gauche d'Alex, on a Aïda Yancy qui nous vient tout droit de Belgique, de Bruxelles. Voilà. Qui est venue spécialement pour cet événement ce soir. Donc, vous avez quand même en primeur sa présence. Donc, Aïda est consultante en diversité et inclusion. Elle est spécialisée dans la manière dont les questions raciales, de genre et d'orientation sexuelle interagissent entre elles. Elle a été chef de cabinet de Siam Adoui, qui a été adjointe au maire à Schaerbeek. J'ai bien prononcé. Donc, merci Aïda d'être là avec nous ce soir. Et la dernière panéliste est Maud Royer, qui justement est l'autrice du lobby transphobe que vous trouverez dans les meilleures librairies de France et de Navarre. Présidente de Toutes des femmes, tu as aussi lancé la campagne Je ne suis pas mon genre sur justement la question du changement d'état civil. Je suis plus président de Toutes les femmes depuis avant. La bio Wikipédia n'a pas été mise à jour. Hein. Voilà. Donc, merci Maud d'être là avec nous ce soir. Et comme vous l'avez compris, on va parler de visibilité lesbienne. Donc, on va commencer par un chapitre sur les définitions, de quoi vraiment on parle. Le mot lesbienne dérange, clive, mais il est aussi revendiqué, politisé, parfois même magnifié. Observe-t-on aujourd'hui une hiérarchie entre les manières de s'autonomer? Dire gouine, dire lesbienne, dire queer, dire homosexuel, ou ne rien dire du tout. Donc, Alex, je vais commencer par toi. Que nous dit cette hiérarchie sur les tensions autour de la visibilité lesbienne et du fait de s'autonomer de manière très différente? Merci. Excellente question. Alors moi, le pire c'est que moi-même je fais une hiérarchie. C'est la bonne réponse, mais moi je sais qu'en général dans ma tête j'ai tendance à, en littérature comme dans la vie, mais à faire une hiérarchie entre homosexuels, lesbiennes et gouines, avec juste en termes, pour moi la différence c'est à quel point tu politises ton identité en fait, et à quel point elle est au centre de ta vie ou pas. Donc à quel point c'est important et à quel point tu en fais une revendication aussi politique, etc. Et en gros, homosexuel, c'est genre comme les hétéros, mais juste c'est avec une femme, quoi. En gros. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'homosexuels par ici, par exemple. Parce qu'en général, les homosexuels vont pas forcément fréquenter les lieux communautaires, par exemple. Après, tu vas avoir les lesbiennes où c'est déjà un peu plus, on est plus dans une revendication de droits, etc. Mais avec peut-être plus un truc de, je sais pas, demande d'égalité, notamment en termes de droits, de traitement, d'emploi, etc. Et après, tu as les gouines. Et là, c'est genre, c'est la maison pour moi. Et, et pour moi, les gouines, c'est pas juste genre, ok, on veut l'accès au mariage, à la PMA, etc. Machin, tout, genre, oui, c'est cool, mais on veut tout brûler, en fait, globalement. Voilà, donc je pense que nous avons une majorité de Gwyn parmi nous ce soir. Et du coup, pour moi, Gwyn, moi, c'est un terme que j'adore et que je revendique aussi pour moi, même si quand on transitionne vers une certaine forme de masculinité, quelle qu'elle soit, il y a aussi une tension potentiellement de à quel point est-ce qu'on peut encore se revendiquer comme Gwyn ou pas, et à quel moment ça marche encore ou ça marche plus, et pourquoi. En fonction aussi, je pense, d'à quel féminisme on se dit appartenir. Donc ça, c'est encore une autre question, je trouve, pour les personnes trans masculines aussi, jusqu'à quand, dans quelle mesure on peut encore dire qu'on est gouine ou pas. Voilà, est-ce que j'ai répondu? C'est totalement clair. Est-ce que Aïda, tu voudrais? Ouais, si le micro veut bien, et si le micro veut pas, ben je parlerai fort. C'est pas grave.
J'ai allumé le micro parce que je suis une Gwyn. Et donc, du coup. Non, en vrai, en fait, c'est une question intéressante pour moi, la question du terme. Non, là maintenant, on m'entend hyper fort. Je m'entends presque trop fort. Je veux bien prendre ton micro si tu veux. Non, ok. Je règle en fait. Ok, très bien. Donc, du coup, bon, je suis d'accord hein, sur l'homosexuel et le niveau un peu 1. Le niveau 1 de la progression militante dans l'orientation sexuelle. Moi, forcément, je travaille pas mal à l'international et donc, du coup, Gwyn, en fait, c'est très, très français. C'est très francophone, en tout cas. Personnellement, c'est un mot aussi qui, pour moi, est très blanc. Voilà, sorry. On vous aime de ouf, mais Gwyn, c'est très blanc. Et donc, lesbienne, ça a une notion, en fait, qui, pour moi, est importante à récupérer de temps en temps, et à un niveau politique et à un niveau international aussi, parce que c'est quand même un terme qui est très tabou dans beaucoup d'endroits. Maintenant, il y a plein d'autres mots. C'est vrai que moi, j'ai tendance à utiliser queer aussi. Et dans les communautés racisées, on voit beaucoup plus de gens qui vont aller utiliser le mot queer que le mot Gwyn, mais c'est un peu la même sensation d'avoir envie de brûler des trucs. Enfin, il y a un peu un truc de oui, on veut la PMA, mais on va brûler des trucs pour l'obtenir. On est avec vous parce que pour le coup, la Belgique, on avait la PMA depuis un moment. Mais voilà. Mais par contre, c'est étrange parce que le mot dyke en anglais, pas de souci au niveau racial. Là, pour le coup, je m'identifie beaucoup plus comme une dyke in the wild. Voilà. Ça répond à ta question. Totalement pour faire écho. Maud, est-ce que tu veux... Je trouve que cette question et les deux réponses qu'on a eues montrent que, quand on y répond, on apporte toujours une photo qui est à la fois située dans le temps et socialement, en fait. Et les trois termes, homosexuel, lesbienne, Gwyn, le terme queer, c'est des termes qui ont tous connu, pour moi, une histoire qui est à la fois, qui est un va-et-vient entre étiquetage, réappropriation, honte, euphémisation, etc. Par exemple, avec le terme homosexuel, moi, j'ai aussi le sentiment que c'est un terme qu'on dit moins, pas seulement parce qu'on le trouve moins politique, mais aussi parce que c'est plus un gros mot dans plein d'espaces, en réalité aussi aujourd'hui. Et c'est presque paradoxalement plus frontal, des fois, de rappeler que homosexuel s'oppose à hétérosexuel. C'est ça aussi l'avantage quand même de ce mot, et qui s'y oppose frontalement. Quand parfois le mot queer est justement réapproprié par des gens qui sont hétérosexuels et qui en font d'autres choses que ce qui désigne initialement. Sachant qu'au départ c'est une insulte, quoi, comme des tas de termes qu'on s'est réappropriés. Donc moi j'ai pas de rapport particulièrement à un de ces termes en particulier, mais clairement la réponse qu'on apportera dans 10 ans à cette question, elle sera différente que la question, que la réponse qu'on apporte aujourd'hui, et ces trucs-là sont jamais figés. Aussi bien dans dans ce qu'on utilise plutôt que d'autres, que même dans leur définition. En fait, on le voit, la décision d'hier de la Cour suprême anglaise qui exclut les femmes trans de la catégorie juridique des femmes. Elle le fait avec tout un argumentaire. Mais par contre, la situation politique est telle au Royaume-Uni que pour le coup, pour dire que les femmes trans ne peuvent pas être lesbiennes, elles ne s'embarrassent même pas d'un argumentaire et elles posent ça comme une évidence. Et donc on voit que ces termes, ils ont aussi, ils sont aussi sujets à un rapport de force, pas seulement quant à est-ce qu'on peut les utiliser ou pas positivement, est-ce que c'est des insultes ou pas, mais tout simplement aussi quant à leur définition. Il est totalement vrai que les définitions fluctuent beaucoup et effectivement, la réponse qu'on y apportera sera différente dans 3 ans, 5 ans, 10 ans.
Et je vais continuer sur justement ce chemin des définitions. Si vous deviez, chacune de vous trois, donner votre définition politique et personnelle du mot lesbianisme, quelle serait-elle? Et Aïda, tu as la primeur. Une définition politique et personnelle du lesbianisme. Bah, je veux dire, personnel et politique. Oui. Je vais essayer de faire un lien, un petit clin d'œil à l'expression. Non, ben donc en fait, concrètement pour moi le lesbianisme, on peut pas. C'est ce que tu disais en fait. On pourrait avoir des couples et on en connaît. On connaît des leaders d'extrême droite qui sont lesbiennes. Bon, on en a rencontré. Est-ce qu'on essaye doucement, mais oui, c'est ça. Genre, bah, ouais, elles se définissent pas comme lesbiennes, mais enfin dans l'autre, ou homosexuelles, ou peu importe comment elles se définissent. On sait que l'orientation sexuelle n'est pas automatiquement un lien politique parce qu'on a tous rencontré à un moment ou un autre des personnes qui, on se dit, des personnes de la commune, en fait, non. En fait, politiquement, on n'est pas du tout dans la même communauté, on n'a pas du tout les mêmes bases. Parfois, même, on a des fonds d'espoir, on en connaît pas mal, même en politique, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ou par chez nous, ou chez les copains, les Allemands. Pour moi, mon lesbianisme, il est politique parce qu'en fait, la politique n'arrête pas d'interférer avec ma vie et que donc, du coup, je ne peux pas m'empêcher de devenir militante et ça, c'est peut-être juste qui je suis. Et que aussi, je pense que le lesbianisme a tendance à faire très, très peur à un ordre établi parce que ça vient avec une forme de liberté et d'affranchissement des normes qui est particulièrement dérangeant dans une société qui essaye de nous normer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des femmes cis, trans, des personnes non-binaires qui relationnent entre elles sans avoir besoin d'hommes cis dans le mix, la plupart, c'est un peu dans la définition, en fait, on est relou. On est profondément relou parce qu'en fait, on va même aller mettre le pied dans la notion même. On commence à questionner tout. On questionne aussi même la question de est-ce qu'il faut vraiment un couple avec juste 2 personnes pour survivre? Est-ce qu'on ne ferait pas des communautés dans les bois? Est-ce que finalement on doit vraiment aller bosser pendant 8 heures par jour dans un bureau? Et donc là, le capitalisme s'écroule. Et donc même le capitalisme a peur des lesbiennes. Et en fait, on commence à, en effet, une vive tendance à vouloir tout cramer. Qu'on n'arrête pas d'être radical dans tout et n'importe quoi, que ce soit par le féminisme, on est là genre bah oui en fait en vrai tu peux juste leur dire d'aller se faire foutre, bah oui c'est facile pour nous qu'on ne doit pas rentrer pour certaines d'entre nous en tout cas, ne pas rentrer chez un homme cis le soir à la maison. On a en fait cette capacité parfois d'aller un peu plus loin et d'être plus provocante et de pouvoir s'affranchir des normes, mais du coup en fait on a aussi une punition par rapport à ça, que ce soit question de sexualité mais aussi d'expression de genre et pour celles qui sont concernées. Donc je pense qu'en fait il y a quelque chose de très très politique et que parfois on est visible, parfois on est moins visible, que souvent on est invisibilisé là-dedans, mais qu'en fait peu importe les mouvements sociaux, il y a toujours des lesbiennes quelque part dans les premiers rangs qui viennent juste rajouter un peu d'huile sur le feu, peu importe de quoi on discute. Donc en fait vraiment on aime cramer des trucs. Globalement c'est ça. Du coup, Maud, quelle serait ta définition, toi, personnelle et politique du lesbianisme? Je souscris assez dans les grandes lignes et dans les petites à celle que tu viens de donner. J'y ajouterais que, en fait, c'est un terme auquel on peut vouloir donner à la fois une définition concrète, mais on va se heurter en fait à des contradictions et une définition communautaire. Ça pourrait sembler au premier abord simplement être une lesbienne, c'est une femme qui aime les femmes. On voit bien que les communautés lesbiennes, c'est un peu plus complexe et un peu plus large que ça. Et à l'inverse, qu'il y a des tas de femmes qui aiment les femmes qui objectivement ne font pas partie des communautés lesbiennes ou même n'osent pas en faire partie. Et je pense que ce qui caractérise aussi bien les couples lesbiens que les communautés lesbiennes, qui ne sont pas deux choses du coup qui se superposent parfaitement,
ben, c'est évidemment un rapport conscient ou inconscient, mais à l'hétérosexualité, qui est un rapport de marge, en fait. Enfin, donc, finalement, pas tant un rapport que ça. C'est une espèce de vivre en dehors, quoi. Et qui permet à la fois beaucoup de liberté et qui est réprimé, en plus d'être invisibilisé. Mais qui permet aussi beaucoup de liberté. Et je pense que c'est important quand même de le dire. Par exemple, on a cette idée souvent fausse que la discrimination lesbophobe est quelque chose qui vient s'additionner à la discrimination misogyne dans le monde du travail. Peu de gens le savent, mais les lesbiennes sont en moyenne mieux payées que les autres femmes dans le monde du travail. Enfin, en France, en tout cas. Oui, les lesbiennes blanches, très probablement, mais ça reste les lesbiennes en moyenne, tu vois. Si tu regardes dans le détail, effectivement, c'est probablement que les lesbiennes blanches, et c'est probablement, d'ailleurs, le haut de la distribution en général qui tire vers le haut cette moyenne. Et je pense que cette différence, elle se trouve moins, par exemple, de toute façon, pour les lesbiennes de classe populaire aussi. Mais bon, c'est comme toutes les stats, hein, on fait un agrégat. Mais oui, c'est quand même quelque chose qui montre aussi par quel biais, en fait, la discrimination des femmes, elle passe dans la société. Et elle passe notamment par le biais de l'hétérosexualité, très très fortement. L'espace domestique, c'est un espace de violence, c'est un espace de domination, et d'une certaine manière, les lesbiennes échappent à ça. Mais on fait par contre quelque chose de lesbophobe en centrant la question de la violence faite aux femmes sur l'espace domestique, parce que c'est vrai que la majorité des femmes sont majoritairement victimes de violences et de violences sexuelles en particulier dans l'espace domestique, mais si on ne s'intéresse qu'à ces questions-là, on exclut tout un tas de femmes, et notamment les lesbiennes, qui elles sont majoritairement victimes de violences dans l'espace public. Alex, est-ce que tu veux conclure avec ta propre... Pour moi, je crois que c'est vraiment, enfin, dans mon expérience personnelle, c'est hyper lié au militantisme en fait. Et moi, j'ai vraiment l'impression que je suis, entre guillemets, genre, complètement devenue Gwyn quand j'ai commencé vraiment aussi à entrer dans la communauté, à militer, parce qu'en fait, enfin, ça s'est fait en même temps. Genre, je suis rentrée dans la communauté, j'ai fait genre, du coup, on crée un magazine, genre, ça s'est vraiment passé comme ça. Et on fait ça, et des actions, et des machins, et des trucs, et des interviews. Enfin, et c'est vraiment passé par ça, en fait, par un engagement et une volonté de m'engager, de faire un truc. Et pour moi, du coup, le lesbianisme, c'est vraiment aussi, c'est un truc où ma vie, elle est pensée avec, par et pour les Gwyn. Enfin, c'est genre, partout dans ma vie. Enfin, et ça va être toujours les Gwyn, et de manière plus générale, les personnes queer qui auront toujours pour moi une classe, qui auront toujours la priorité, en fait, dans ma vie, dans mon quotidien. Et par exemple, enfin, moi, j'enseigne aussi à la fac, et je sais que, par exemple, j'ai un truc où j'ai une relation hyper privilégiée avec mes étudiantes queer, qui est hyper différente de celle que je peux avoir avec les étudiantes, parce qu'en immense majorité, c'est des étudiantes et quelques PD et quelques mecs cis hétéros, on ne sait pas trop comment ils ont intégré en littérature, mais genre ils sont là. Peut-être qu'ils vont devenir PD, on ne sait pas, tu vois. Moi, je leur souhaite, mais bref. Et, du, et du coup, moi, avec mes étudiantes, il y a vraiment toutes celles qui sont queer. En plus, il y a un truc qui s'établit, qui est en plus dans une relation du coup d'enseignants et étudiantes, et où en fait, je leur donne plein de lectures, et il y a un truc où en fait, j'essaye vraiment aussi maintenant d'être le prof queer que j'aurais aimé avoir quand j'avais 18, 19, 20 ans, et que j'étais en mode genre, je crois que je ne suis pas hétérosexuelle. En fait, avant le truc de je crois que je ne suis pas une femme, mais bon, bref. Et du coup, j'essayais vraiment. En fait, moi, je surjoue. Parce qu'en fait, en plus, Vienne, faut savoir que Vienne, c'est l'enfer. Mais c'est hyper raciste, c'est hyper straight, c'est hyper bourgeois. Enfin, c'est un environnement très hostile pour une personne comme moi, globalement. Et du coup, par exemple, je surjoue la queerness. Je sais pas, la gouinerie de manière générale, ou la queerness, où je suis toujours en mode. Enfin, je suis toujours à fond dans, je sais pas, les t-shirts que je vais porter les jours où j'ai cours, ou dès qu'on donne cours sur une autrice, et genre on va pas faire ces textes forcément queer, genre Joël Sandy par exemple, j'ai fait étudier les poèmes de Joël Sandy sur le racisme,
pas ceux où elle parle de queerness, mais ceux où elle parle du racisme. Et j'ai dit, by the way, elle est en couple avec telle personne qui fait aussi la musique dans les performances qu'elle fait. Je vous invite à aller voir ça, non, non, non. Mais en fait, moi, je mets de la queenerie, de la queerness partout. Et je crois que ça s'appelle le lobby. Et pour moi, en fait, genre être lesbienne au quotidien, c'est dans un mouvement de lobbying permanent, tout le temps. Et c'est pas juste pour dire devenez lesbienne et tout. Enfin, au bout d'un moment, ça va, j'ai fait ma part. Et tout, voilà, d'essayer de sortir les gens de l'hétérosexualité. Je laisse ma place à d'autres personnes. Moi, j'ai plus l'énergie pour ça. Mais par contre, je trouve qu'il y a une responsabilité, surtout quand tu es prof, je trouve que tu as une responsabilité en fait envers les bébés queer et de leur dire prends tel bouquin, prends tel film, regarde tel podcast et tout. Et en plus, je suis en mode, je regarde, c'est en français, du coup, c'est bien, tu vas pouvoir genre, faire des progrès en français si tu écoutes ce podcast. Donc, du coup, on peut rien me dire parce que c'est hyper éducatif et pédagogique pour l'Institut de français. Et du coup, moi, c'est vraiment ce truc-là, en fait, pour moi, être queen, c'est genre jamais s'arrêter de militer. Ce qui peut être hyper problématique en termes de questions de validisme, de repos militant, tout ça. Parce que du coup, on se repose pas assez, on est toujours en train de militer et tout ça. Mais pour moi, il y a vraiment le truc de genre, pour moi, être queen, c'est être dans l'action tout le temps, d'une manière ou d'une autre, et dans toutes les sphères de ma vie, en fait. Sinon, sinon je suis triste, je déprime, je m'emmerde, enfin, ça va pas, quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça. C'est l'hyperactivité. C'est lié à la neuroatypie aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Ce sera pour une autre table ronde des écologistes. Du coup, effectivement, ça fait vraiment écho cette question de visibilité, de visibilité, d'avoir l'énergie d'être visible en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Ce qui me fait rebondir sur la prochaine question sur la discrétion lesbienne. Donc, Maud, tu en parles dans ton livre, justement, dans le lobby transphobe. Donc, est-ce qu'on peut, on peut penser la discrétion lesbienne comme un vestige d'invisibilisation ou un outil tactique dans une société qui peine encore à accueillir la pluralité des expressions lesbiennes? Je ne me plus d'en parler. Un chapitre. Je peux t'ouvrir la page. Non, vas-y, ça m'intéresse de savoir ce que j'en raconte. Je dois lire. Okay. Je pas signé pour Non, ça. mais je parle non, mais de mémoire. Comment est-ce qu'on doit être visible dans certains espaces? Comment aussi ben, se protéger? Oui, ok, d'accord. Oui. Ok, je vois. Je vois à quel passage tu t'intéresses. Oui, bah, en fait, il y a tout un enjeu, enfin, en particulier pour les personnes trans, de visibilité et de surexposition croisée, en fait. C'est-à-dire, les personnes trans, et en particulier les personnes trans féminines, souffrent d'une visibilité qui est très souvent subie plus que maîtrisée, et qui tient notamment à une relégation dans l'histoire de la transféminité des femmes trans à des rôles sociaux très précis, et notamment qui sont les rôles sociaux de la scène, du divertissement, pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Si vous regardez qui sont les femmes trans connues, c'est que des personnes qui font de la scène, c'est pas c'est beaucoup moins, enfin il y en a bien sûr, mais c'est beaucoup moins des militantes, des écrivaines, ou des personnes qui d'une certaine manière sont en charge de leur propre récit. Et c'est pour ça que la visibilité, pour moi, c'est toujours quelque chose qui se pose comme quelque chose à double tranchant quand on est une population qui est caricaturalement surexposée aux violences, et notamment aux violences dans l'espace public. C'est-à-dire que le combat au quotidien pour beaucoup de personnes transféminines, c'est d'être invisible, en réalité. C'est d'être invisible dans l'espace public pour pouvoir simplement en faire l'usage comme on fait l'usage normalement, notamment des espaces urbains, c'est-à-dire de manière assez anonyme.
La Bible, c'est quand même l'espace de l'anonymat. Et donc, je trouve qu'elle est toujours complexe, cette question de la visibilité pour ça, parce que finalement, très peu de gens ont le luxe d'être en maîtrise de leur propre visibilité. Et je pense souvent que si on mesure le niveau de domination d'une catégorie de population à sa visibilité ou à son invisibilité, on fait une grosse erreur. Parce que des fois, l'invisibilité est le signe que globalement, les gens n'ont pas trop de problèmes, qui sont là, mais qu'on ne les voit pas, mais qui sont là quand même. Et c'est parfois mieux que d'être supravisible dans les quelques espaces où on a accès, mais d'être complètement absent des autres espaces. Et je pense que pendant très longtemps, notamment, les quelques personnes trans qui existaient dans le monde du travail ailleurs que dans ces espaces les plus marginalisés le faisaient uniquement grâce au fait qu'elles étaient invisibles. Et en particulier les mecs trans. Et la question de l'invisibilité des mecs trans qui est souvent posée comme un supposé désavantage, entre guillemets, dans l'exposition militante et dans le pouvoir militant par rapport aux femmes trans, elle dit plutôt quelque chose finalement de la capacité à se rendre invisible pour échapper aux violences que d'un réel déséquilibre des pouvoirs. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est assez évident quand on regarde le milieu associatif trans que majoritairement dans le travail bénévole il y a des femmes trans et majoritairement dans le travail salarié il y a des hommes. Et pourtant les hommes restent moins visibles. Et parce qu'en réalité, ce qui nécessite d'être visible, enfin, ça veut dire s'exposer au harcèlement, s'exposer aux violences, etc. Et c'est beaucoup plus dur que le travail salarié, quoi. Voilà, c'est cette question-là, je trouve, qui est très difficile, qui est souvent pas pensée et pas imaginable en fait quand on n'est pas concerné, de l'invisibilité souhaitée, désirée, et dont on peut avoir besoin par moment comme refuge, qui je trouve est très complexe en Amérique. Ben, sur la question justement du refuge de l'exposition, Alex, est-ce qu'on peut vraiment parler de discrétion lesbienne dans la littérature lesbienne contemporaine? Question très facile. Je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre. Je pense que déjà, il y a peut-être que le niveau absolu de discrétion, c'est les autrices lesbiennes qui écrivent des romans hétéros. Ça, je pense qu'on est au niveau max de genre la discrétion. Parce que genre, ça existe. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que si on prend par exemple, je sais pas si vous voyez Nina Bouraoui, c'est un peu une des autrices de littérature lesbienne les plus connues médiatiquement, quoi. Et en fait, il y a toute une partie de son œuvre qui est méga lesbienne et que moi j'aime beaucoup par ailleurs. Et il y a toute une partie qui est hétéro. Et en fait, moi, ce que je trouve hyper drôle, c'est que ces romans hétéros, je les trouve pas crédibles une seule seconde. Genre, on sent que la meuf, elle a pas vécu le truc, quoi. Et là, genre, ça ressemble pas. Moi, de ce qu'on a raconté, l'hétérosexualité, c'est pas ça, quoi. Là, j'y crois pas à ton histoire. Et donc, je pense qu'il peut y avoir ça. Bon, voilà, c'est pas hyper réussi, mais ça existe. Et après, en fait, c'est hyper intéressant parce que dans tout ce qui concerne les stratégies marketing, les stratégies éditoriales, etc., moi, par exemple, en tant que personne très nerd, j'ai développé à une époque une obsession pour les quatrièmes de couverture des romans lesbiens. C'est un gros sujet, en vrai. Genre, on dirait pas comme ça, mais genre, il y a un vrai sujet derrière. Et j'ai fait toute une étude, j'ai fait un tableau Excel et tout. Enfin, genre, vraiment, je suis partie hyper loin. C'était pour un colloque, hein. Enfin, il y avait une raison derrière, c'est pas juste parce que j'avais trop de temps. Genre, je travaillais à la fac, j'ai pas de temps, j'ai de temps pour rien. Et j'ai fait tout un tableau Excel avec des couleurs et tout. Enfin, genre, c'était. Même moi, je me suis fait un peu peur à un moment, mais bref, j'ai l'habitude. Et en gros, j'ai pris tous les romans lesbiens que j'ai trouvés, en gros, qui sont sortis en France, je crois à peu près de 2017 à aujourd'hui de l'époque, donc genre 2023. Et j'ai regardé tous les mots-clés, en fait, est-ce qu'on pouvait trouver toujours les mêmes types de formulations, etc., machin. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que
les maisons d'édition maintenant ont compris quand même depuis quelques années qu'il y avait un public, un lectorat lesbien, queer, etc. Donc du coup, la question, c'est quand on est une grande maison d'édition, je ne vous parle pas de genre Blast, etc., maison d'édition que j'adore, et d'ailleurs, ils ont besoin d'argent en ce moment, acheter leurs livres. Vraiment, acheter leurs livres. Mais par exemple, je sais pas, Grasset, Flammarion, etc., les grandes maisons d'édition qu'on connaît, comment elles font, en fait, c'est quoi leur stratégie de marketing pour attirer le lectorat queer, féministe, etc., mais pour garder les personnes cis, hétéros, blanches et tout, qui ont plus d'argent que nous, quoi, pour acheter leurs livres. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il va y avoir toujours, vous savez, les trucs qu'on connaît, genre les super amis, les amitiés fusionnelles, les trucs comme ça. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que l'autrice peut être, à nos yeux, lesbienne hyper visible parce qu'on sait, on connaît la personne, on a l'habitude de lire ses livres et tout. Mais la quatrième de couverture va être hyper cryptée. Et en fait, nous, on est obligé de développer une espèce de super pouvoir. On doit être en mesure de décrypter les quatrièmes de couverture pour se dire, je pense que c'est un roman lesbien. Et en même temps, tu n'es pas sûr à 100%, donc tu dépenses 20 balles et tu espères hyper fort que vraiment, j'aurais se roule une pelle à un moment parce que 20 balles, quoi. Donc, et t'es pas sûr du tout. Et t'espères vraiment. Et en fait, c'est hyper intéressant. C'est complètement fucked up parce qu'en fait, on se retrouve à devoir, à se dire, OK, la quatrième de couverture est lesbophobe, mais du coup, je pense que c'est un roman lesbien. Donc ça, c'est hyper bizarre. Mais genre, il y en a plein des exemples comme ça. Et après, il y a plein de trucs aussi de, est-ce que les autoristes ont le choix? Parce qu'il va y avoir des maisons d'édition, par exemple, où on va te dire, tu veux quoi sur la quatrième de couverture? Est-ce que je te fais une proposition? Est-ce que tu me fais une proposition, etc. Et il y a des maisons d'édition qui font ce qu'elles veulent. Et ça, par exemple, c'est hyper intéressant d'en parler avec les autoristes. Moi, à l'époque où j'ai développé mon obsession, j'ai écrit aux autoristes que je connais en mode genre, hey, dis-moi, ça s'est passé comment pour créer ta quatrième de couverture? Et les autoristes en mode genre, Alex, qu'est-ce que tu fous? Et j'étais là, genre, non, mais vraiment, c'est scientifique, c'est sérieux et tout. Et j'étais là, genre, ok, je vais te répondre. Et il y en a qui, par exemple, vont être dans des démarches de vouloir mettre des termes queer, etc., absolument pour que le lectorat puisse, pour que, genre, nous, on soit en mesure, ok, ça, 20 euros, ça vaut le coup. Et il y en a qui, à l'inverse, vont être en mode, en fait, non, je vais chercher plus ou moins consciemment un truc un peu crypté pour que le lectorat queer soit en mode genre, ok, je pense que je peux y aller, mais pour pouvoir potentiellement aussi toucher les autres personnes. Et pas forcément dans une dynamique de genre, je veux que les hétéros me lisent, mais plus dans une dynamique de, en fait, genre, il faut vendre vraiment beaucoup de livres pour avoir de l'argent avec ça. Et du coup, en fait, si tu veux vivre un minimum de tes livres, c'est compliqué financièrement de se couper du lectorat cis hétéro, etc. Et donc, il y a aussi des questions de capitalisme quoi, qui jouent. Et que par exemple, tu sais très bien que si tu achètes un livre chez Blast, genre évidemment, ça va être queer et ou antiraciste et ou anticapitaliste. Enfin, genre, tu sais que c'est de la qualité dans tous les cas que tu vas adorer. Grasset, bah, moi, si je paye 20 balles, j'ai vraiment besoin que ce soit hyper queer. Quoi. Surtout que c'est Bolloré. Donc, genre, vraiment, voilà. Et donc, c'est toute la question, en fait, de quelle est la stratégie des maisons d'édition, quelle est la stratégie des autoristes et qu'est-ce qu'on a développé, nous, comme compétences, sans vraiment le savoir, pour trouver les trucs. Et je trouve qu'en fait, c'est hyper compliqué qu'on passe notre temps à se poser la question de genre, OK, est-ce que ça va être queer ou pas, lesbien ou pas? Enfin, ou parfois aussi, par exemple, on peut avoir un truc, maintenant, du coup, ce qu'on a aussi, où on a un peu plus de représentation trans en littérature, par exemple, on peut avoir un truc où on se dit, ah, mais il y a un truc où c'est un pronom masculin, un pronom féminin, et du coup, tu te dis, mais du coup, est-ce que c'est genre si c'est hétéro? Et en fait, non, c'est genre super queer, parce que genre, c'est des personnages trans, ou des trucs comme ça, mais genre, du coup, comment tu fais pour savoir? Enfin, en fait, il y a plein de questions comme ça de comment est-ce qu'on déniche en fait les romans et tout. Mais c'est ça, et c'est pour ça que moi, du coup, maintenant, à chaque rentrée littéraire, j'essaie de faire une liste et de la publier en mode genre, j'ai regardé toutes les quatrièmes de couverture pour vous. Voici la liste. Voilà à qui donner 20 euros et à qui ne pas les donner. Mais je trouve que c'est hyper compliqué en fait et que les réseaux sociaux sont aussi hyper utiles à ce niveau-là parce que ça nous permet aussi qu'il y ait avoir plein de comptes, Bookstagram, Queer, etc. qui vont repérer aussi les sorties et, euh, et dire, euh, et dire que c'est queer. Et par exemple, avec le Goincourt, et ben, dès début septembre, vous aurez une quinzaine d'ouvrages dont vous saurez que c'est super lesbien. Et ça, je pense que c'est hyper pratique, du coup, parce qu'on fait le taf pour vous. Donc, voilà, profitez-en, hein, parce que c'est du travail gratuit. Vraiment, profitez-en.
te remercie, Alex. Du coup, pour Ayeda, quelles sont les stratégies? Est-ce que c'est une stratégie plutôt, cette question de discrétion lesbienne? Je pense que c'est vraiment une bonne question et enfin, les réponses autour de moi je résonne très très fort avec en fait, parce qu'il y a vraiment la question du crypto-lesbien qui nous permet parfois de rester sous le radar et nous exprimer entre nous sans nécessairement être affichés et donc avoir une certaine protection d'invisibilité. Mais le problème du crypto-lesbien, c'est que c'est du langage initié. Et donc, en fait, on perd beaucoup de gens dedans, y compris toutes nos baby dykes, toutes les personnes qui débarquent, qui débarquent et en fait qui n'ont pas nécessairement encore tous ces codes, toutes ces langues, tous ces réflexes. Alors, oui, on remercie complètement les réseaux sociaux, le prix Goncourt, et autres Bookstagram pour leur taf engagé. Moi, personnellement, ça fait depuis on parle de littérature, ça fait quasi 10 ans que je ne lis plus d'auteuristes, pour les personnes blanches principalement, les personnes hétéros définitivement pas. Et donc de temps en temps, je fais une petite entorse et je lis une lesbienne blanche exotique. Voilà, mais sinon concrètement, et c'est un vrai enjeu en fait. Comment est-ce que tu fais pour trouver qui a écrit le livre? Parce qu'en fait concrètement, en fait, on a plein de genres. Hein, donc, tu veux un livre de science-fiction, on va trouver un livre de science-fiction. Mais quand tu cherches par qui est l'auteuriste, là, ça devient beaucoup, beaucoup plus embêtant. Et moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est le catfishing du livre. Tu vois, parce qu'en fait, moi, un jour, j'ai lu un livre, il y avait une meuf noire en couverture, c'était du fantastique. Après 2020, moi, j'ai eu un petit problème avec les essais raciaux, et donc je me suis dit, tu sais quoi, on va lire du vrai essai racial, on va lire des trucs sur les loups-garous et les vampires, ça va être super. Et c'était super. Jusqu'au moment où j'ai lu ce livre avec cette meuf noire en couverture, et j'étais, il y a un truc qui... Et en googlant le truc, en fait, l'autrice était blanche. Et j'étais je me suis fait avoir. Et je me demande dans quelle mesure est-ce que ça va pas finir par nous arriver sur les questions queer aussi, hein, parce que bon, maintenant qu'apparemment les hétéros utilisent queer aussi, on est foutu. Bref, sur la question de la visibilité lesbienne, pour revenir et sur l'invisibilité, je pense qu'en fait c'est intéressant parce que si il y a des lesbiennes impensées, parce que bon, typiquement les lesbiennes trans elles sont impensées, les lesbiennes noires, on m'a déjà demandé mais vous existez dans je dis, ouais, en fait, on est comme les chaussettes, on vient dans toutes les couleurs, quoi. On est un peu, on fait ce qu'on peut. Oui. Les lesbiennes musulmanes, bref, toutes ces personnes, les lesbiennes en situation de handicap. Notre trip queen, elle est jamais pensée non plus. Et je pense qu'en fait, en effet, l'invisibilité amène, dans certains cas, clairement une protection. Et ça, c'est un truc pour moi qui résonne de ouf. Hein. Quand j'ai des copines qui partent en mode survivaliste pour le moment, je suis là, genre, ça marche parce que quand tu te balades dans la rue, on se dit, peut-être que toi aussi, t'es une nazie. Mais moi, quand je me balade dans la rue, on se dit, non. Et qui sait, on en connaît des gens qui ont ma tête et qui sont aussi des nazis, mais généralement, ils font pas long feu. C'est pas une bonne carrière. Ne faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Mais du coup, il y a quand même la question aussi de cette invisibilité qui peut être un refuge et du fait que, par exemple, pour les questions lesbiennes, politiquement parlant, le fait qu'on est invisible, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, on se retrouve dans une sorte d'intersection où les questions des violences faites aux femmes, de manière large, sont jamais pensées dans une manière qui inclut aussi les lesbiennes. Où on va parler de violence conjugale. Et là, nous, les féministes, on a bien fait notre taf. Hein, donc, on a bien parlé du problème du patriarcat. Mais en fait, du coup, on passe complètement sous silence les violences conjugales dans les couples lesbiens qui existent. Parce qu'en fait, c'est pas parce que t'es Gwyn que t'es pas violente. Voilà, ça serait super que ce soit le cas, mais on n'y est pas tout à fait. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, il y a un vrai enjeu sur cette question de discrétion. Ça dépend de ce qu'on essaye de faire, parce qu'en fait, d'un côté, on est invisibilisé, d'un autre côté, on est survisible, parce qu'en fait, on se visibilise aussi parce qu'en fait, quand on parle de lesbianisme à la base, on parle d'amour, on parle de sensualité, on parle de sexualité, on parle d'intime, qui devient très très vite politique parce qu'on peut jamais être intime tranquille sans qu'on vienne nous faire chier avec l'un dans l'autre. C'est un peu ça. Il y a ça aussi au centre, la question de l'amour en fait et de cette sensualité,
de cette proximité qui peut être soit dit, ah, elles doivent être sœurs, ou elles doivent vraiment très très bien s'entendre, elles doivent être super copines. Est-ce qu'elle lui roule une belle? Ok. Et il y a un peu. Et en fait, on passe très très vite de l'invisibilité à la surexposition potentiellement dangereuse, quoi. Donc, je ne suis pas sûre que. Enfin, je pense que ça peut être une stratégie dans certains domaines. Moi, forcément, là, jusqu'à il y a 5 minutes, je faisais du plaidoyer politique pour ILC. J'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent ILC ici. Euro Central Asian Lesbian Community. C'est le réseau européen d'Asie centrale des lesbiennes. Et par exemple, ça, c'est une des stratégies d'ILC, c'est d'utiliser le mot lesbien tout le temps, constamment. Et c'est super. Aussi pour le réapproprier. Et alors, bon, il y a plein de questions à se poser sur l'utilisation de lesbienne avec une astérisque pour bien mettre en emphase que lesbienne est un terme politique qui, du coup, couvre aussi bien les femmes, qu'elles soient cis ou trans, lesbiennes, bi, queer, pan, mais qui se retrouvent dans cette identité politique, et des personnes non binaires ou même des mecs trans qui se retrouvent aussi dans cette identité politique. Et il y a quelque chose de très fort à le faire. Là, moi, j'avais fait l'expérience à différents niveaux de pouvoir, que ce soit au niveau du Parlement européen, que ce soit au niveau du Conseil de l'Europe, ou d'ailleurs, by the way, on a obtenu une résolution l'année passée incroyable, en fait, où on a un document international qui parle de l'accès des droits pour les femmes LBTI et qui, on s'est retrouvé avec une rapporteuse où moi j'ai été un peu surprise et on a été un peu inquiète pendant un instant parce qu'en fait on a une rapporteuse qui vient de Monaco et qui a priori vient oui, une femme cis hétéro blanche qui vient de Monaco et qui a priori fait même partie d'un parti plutôt de droite. Elle a été incroyable. Elle a été super. Je dis pas ça pour faire de l'ombre aux écologistes, hein, on vous aime. Mais elle a été super. Et notamment, elle a reçu à un moment une organisation lesbienne transphobe anglaise. Et elle l'a noté dans l'intro en disant « J'ai bien reçu ces dames et je ne vais pas prendre compte de ce qu'elles ont dit parce qu'elles sont transphobes. » Et elle l'a répété dans l'hémicycle au moment où il a fallu voter ça. Et donc, c'est une résolution qui a été votée avec une énorme majorité et qui, à chaque phrase, revient toujours « et c'est pire quand les personnes sont trans ou qu'elles sont racisées ». Et donc, il y a un pouvoir, en fait, aussi à visibiliser ces questions-là, et on en a besoin, parce qu'en fait, aussi, depuis la France, ou même la Belgique, nous, sur le classement ILGA, on est pays numéro 2 en termes de droits LGBT au monde. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on se fait agresser dans la rue? Oui, mais ce n'est pas la question. On a quand même plein de lois super. Voilà. Et mine de rien, la France a un relativement pas mal classement, mais bon, ça monte, ça descend, ça se balade. Ces classements sont toujours de toute façon très questionnables, mais on est quand même dans des situations presque privilégiées par rapport à la Géorgie, par rapport à la Hongrie, par rapport maintenant au Royaume-Uni, par rapport à, en fait, si jamais on doit faire la liste de tous les États qui sont de pire en pire, ben en fait, on n'en finit pas. Et j'avoue, en fait, moi, personnellement, j'ai eu, je raconte beaucoup parce que ça a été un pic dans ma carrière. L'année passée, j'ai pu m'adresser à l'ONU pour notre région. Sachez que notre région, c'est les Blancs du monde. UNECE, c'est l'Amérique du Nord, mais pas le Mexique, parce que non. L'Europe, l'Asie, l'Europe, il y a l'Asie centrale dedans, ok. Il y a l'Europe de l'Est, le Caucase et Israël. Voilà, on ne sait pas très bien. Donc, ils ont pris les Blancs. Bref, quoi qu'il en soit, on revoyait la convention de Beijing et personnellement, j'ai pu dire devant tous les États membres, I want to die for president. Je veux Green comme présidente. Grand moment de pic, mais n'empêche qu'en fait, ça marque les gens. N'empêche que tout d'un coup, quand on a l'habitude de parler des personnes LGBTQI+, et à pas dire trop les mots, et à parler en acronyme un peu obscur, où on peut faire genre qu'on ne parle pas directement la même chose, par exemple, justement, le terme homosexuel, comme je disais, peut-être qu'il est assez cash, bah, le fait de dire lesbienne très fort au milieu, il y a un moment où les gens se disent « Ah oui, ok, en fait, elles existent, on avait oublié, et peut-être qu'en fait, elles ont peut-être besoin de droits aussi, et c'est pas mal. » Donc, voilà, stratégie, les deux stratégies se valent, ça dépend un peu de si on parle de quoi, qu'est-ce qu'on essaye de faire en fait. Totalement, tu peux. Un rebond qui est sur un point très spécifique. Allez, deux. Mais un premier qui est que il y a des choses qui resteront invisibles quoi qu'il arrive, et c'est très bien.
c'est des réseaux de solidarité qui seraient menacés s'ils étaient très visibles, y compris des réseaux illégaux. Et en France, ça va encore à peu près, mais dans d'autres pays d'Europe, y compris simplement outre-Manche, ces réseaux illégaux, ils sont indispensables à la survie d'un certain nombre de personnes, et en particulier des personnes trans, dont la vie dépend de l'accès à des technologies biomédicales, qui ne peuvent plus reposer que sur des réseaux de solidarité communautaire quand l'État vient à les interdire. Et ces réseaux-là, ils existent heureusement déjà en France. La situation ne serait pas beaucoup pire qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque on n'est pas dans la situation où l'accès aux transitions est illégal. Mais le fait qu'ils existent déjà aujourd'hui, c'est une sécurité importante, quoi. Et en fait, cette invisibilité-là, elle est vraiment centrale à notre survie à long terme dans un contexte où on ne sait pas exactement de quoi le futur est fait, quoi. Je te remercie, Maud. Et du coup, comme ça a été dit, effectivement, nos existences sont politiques aujourd'hui. Et à titre personnel, je trouve assez grave que les personnes aujourd'hui se disent non politisées parce que voilà, nos vies sont quand même politiques. Et pour en revenir à ça, une grande majorité des partis politiques ont formé en leur sein des groupes similaires, par exemple à la commission LGBT, les écologistes, dans l'objectif de faire du lien entre les mondes communautaires, les mondes partisans et les mondes institutionnels, et pouvoir ainsi retranscrire, participer aux revendications politiques, former les élus également. Donc, comment, par exemple, Maud, toi, tu perçois le rôle ou les limites des espaces, justement, LGBT, des espaces créés, en tout cas, au sein des commissions LGBT des partis, surtout sur les questions lesbiennes? Sur les questions lesbiennes en particulier, bon, moi j'ai été dans l'équipe de campagne deux fois de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022. Est-ce que le micro il sert à quelque chose? Et j'ai longtemps animé la commission LGBT de l'AFI. J'ai coécrit le programme LGBTI de l'AFI en 2022. Pour moi, ces espaces-là dans les partis, ils sont indispensables, au moins pour faire vivre des espaces où ce qui vient du monde associatif, parce que tout vient de là en réalité, devient un programme politique et législatif. Parce que tout ce qui se construit dans le monde associatif n'est pas directement pensé comme devant être traduit en loi et en mesures politiques. Ça, c'est un travail qui doit être fait par des militants politiques qui se préparent à gouverner. C'est presque pas le rôle, même si bien entendu ces compétences se développent dans les associations parce que les associations font des plaidoyers politiques. Mais à la base, c'est pas forcément le rôle des militants associatifs de penser exactement l'implémentation juridique et législative d'un certain nombre de mesures d'égalité. Quand bien même on arrive à le faire, parce que c'est parfois dur simplement de faire exister dans les organisations politiques un degré d'expertise tel sur des questions qui sont parfois tellement complexes qu'on en vient à pas faire d'erreurs et à faire les choses correctement dans les textes de loi. Mais c'est aussi des espaces qui malheureusement peinent souvent à former des cadres. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est des espaces qui ont au fait de fonctionner en parallèle des organisations politiques et elles-mêmes de devoir à nouveau faire un travail de plaidoyer en interne qui peut se révéler assez complexe. Et ça pose plus généralement la question pas seulement du rapport entre commissions thématiques des partis politiques et organisations politiques, mais en fait plus généralement entre organisations politiques et élus. Et en fait du devoir des élus à la fois envers les gens qui les ont élus et envers les partis politiques qui les ont investis. Et aujourd'hui, je trouve que
Enfin, je sais pas exactement quel document produit la commission LGBT des écologistes, mais le programme thématique de l'AFI, par exemple, sur les questions LGBT, c'est un truc de 25 pages, c'est ultra complet. Enfin, j'imagine que vous avez quelque chose d'équivalent, quoi. Et, Je te confirme qu'on a. voilà. Et en fait, la question, c'est que deviennent ces documents qui, bien évidemment, sont lus par les militants associatifs qui font pas partie des partis politiques. Enfin, typiquement la position dans laquelle je suis aujourd'hui, quoi. Et en fait, qu'est-ce que ça devient comme point d'appui auprès des élus pour avoir un effet sur des actes de gouvernement et des actes parlementaires concrets? Je prends un exemple. La question de la filiation. La question de la filiation, qui est une question hyper technique dans le droit social, notamment, et sur laquelle il y a eu toute une discussion à l'époque de la loi bioéthique. Est-ce qu'on crée un nouveau mode de filiation pour les couples lesbiens qui font une PMA, ou est-ce qu'on réforme la filiation existante pour les couples hétéros, qui est globalement les femmes sont mères parce qu'elles accouchent et les hommes sont pères parce qu'ils reconnaissent un enfant ou parce que ils le sont par défaut s'ils sont mariés d'une femme qui accouche, mais qui du coup ne pensent pas les hommes qui accouchent et qui ne pensent pas les femmes qui sont mères biologiques sans accoucher, notamment les femmes trans. En fait, c'est une question, voilà, ce que je viens de décrire là, peu de gens, en fait, en réalité, sont capables de penser cette complexité-là et de se la mettre vraiment dans la tête, et en particulier peu d'élus, quel que soit le parti politique. Et donc, il y en a quelques-uns, mais au total, à l'Assemblée nationale, à mon avis, ça dépasse pas ma main, quoi. Et donc, du coup, la question, c'est voilà, comment ces espaces-là, ils sont des outils qui sont capables d'aller à ce niveau d'expertise, y compris auprès des équipes de parlementaires, auprès des équipes y compris internes de porte-parole, quoi, aussi, c'est pas seulement une question parlementaire, pour produire des effets concrets et être à l'appui des militants associatifs. Non, mais on allait la chercher peut-être. Ça marche plus, ou le micro. Je pense que ce serait bien aussi de pouvoir entendre l'expérience de nos amis belges sur la question du rôle des commissions thématiques, des commissions LGBT, des partis politiques, notamment avec ton expérience à Yes! Alors, est-ce que ce micro sert à quelque chose? Pas sûr, je crois pas. Pas très sûr. Hein. Bah là, il marche. Hein. Il marche? Ouais. Okay. Il marche juste moins fort qu'avant. Voilà. Ouais, ça c'est très spécial. C'est l'enceinte qui marche pas peut-être? Une seconde, je check ça parce que moi je travaille au bar en même temps. Donc, Je vais compter. Ouais. C'est l'enceinte ici, pardon, je te demande à toi qui est en face, ça marche. Elle marche pas l'enceinte. D'accord. C'est la pause technique. C'est bien, ça me laisse réfléchir à ma réponse. La question. Le rôle des commissions. Un, deux, pour lancer l'ensemble, c'est chaos, je pense. Et oui, le matériel. Ah! C'est l'histoire de bidouille. Ça marche. Et un, deux, mais ça marche toujours pas là-bas, c'est ça? Ok. Alors, il y a un faux contact, oui, il y a un faux contact aussi. Un. On va tester comme ça. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En tout cas, moi, je m'entends à droite. Et puis, avec un peu de temps, vous m'entendez? OK. Je vais porter ma voix et puis vous m'entendrez comme ça. Ça va être super. Donc, concrètement, pour moi, mon expérience personnelle, c'est que...
c'est que les commissions LGBT, je les connais à la fois depuis le milieu militant, où j'ai travaillé dans une fédération. Oh, ok. Désolée, je cherche. Très, très bizarre. Cette situation. Je suis vraiment désolée, c'est très, très, très bizarre. Donc, dans une fédération régionale d'organisations LGBTQI+, dans lesquelles il y avait les commissions LGBT des différents partis politiques, de certaines parties des partis politiques, au moins deux, bref, ceux qui sont un peu plus à gauche, quoi. Et puis ensuite, de mon expérience après en politique. Et je pense déjà qu'il faut reconnaître, et là on envoie un peu des fleurs à Zadelf dans les... C'est que c'est quand même un boulot vachement ingrat. C'est quand même, comme tu disais, beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de liens, beaucoup de réunions, Et parfois on se demande un peu si tout ce travail est réellement utilisé, si on est la case à cocher de dire « Ah, ça y est, mon parti est woke, il a une commission LGBT ». C'est très important pour nous, d'ailleurs. Vous voyez, chers électeurs, nous avons une commission LGBT. On a parfois des élus ou des candidats individuels qui, en fait, n'ont pas spécialement envie. Et bon, là, pour le moment, et d'autres qui sont très, très intéressés et très engagés et qui, pour le coup, vont l'utiliser. Mais c'est pas évident, parce que je pense que c'est aussi un travail ingrat, parce que c'est des commissions qui se situent à la fois à cheval sur, OK, qu'est-ce que vous allez faire de ça au niveau externe et comment est-ce que vous allez faire ça une fois que vous êtes élu. Mais aussi tout le travail en interne et en fonction des partis, c'est pas toujours la même chose. OK, les petits chats, c'est super de prôner que vous êtes pro-LGBT dans vos campagnes, mais comment ça se fait qu'il y a des micro-agressions en AG, quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà aussi de la vision de l'élu queer, où si jamais tu es queer, en fait, tu as de la valeur en tant qu'élu qu'à partir du moment où tu es out. Et donc, du coup, c'est super que tu sois lesbienne, mais tu le dis? On peut l'utiliser ou c'est juste un secret de polichinelle dans le milieu, quoi? Et en fait, moi, je connais quand même pas mal d'élus et de personnes dans les mouvements politiques et dans les partis politiques qui sont queer, mais qui osent pas sauter. Et donc, en fait, on revient un peu, c'est la question de la visibilité lesbienne, qui est que aussi parce que parfois, alors bien sûr, il y a la question de à quel point est-ce qu'on se sent à l'aise d'être visible en public de cette manière-là, mais aussi, si jamais backlash il y a, est-ce que mon parti va me soutenir? Et c'est pas toujours évident de répondre franchement. Je pense que ces commissions ont un rôle très important. Je pense que le fait de faire le lien avec le milieu associatif, souvent par des personnes concernées, il y a toujours des personnes concernées qui sont là-dedans et qui portent le projet de leur petit corps, de toute leur force, dans des heures absolument impossibles, créer des liens 5 minutes avant une présentation. Enfin, ils sont en congé, ils ne prennent jamais leur congé. Enfin, on sait bien comment ça se passe. On le fait pour la cause, ok? Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même toujours, enfin, physiquement c'est beaucoup, moralement c'est beaucoup, émotionnellement c'est beaucoup. Parfois c'est ingrat, c'est essentiel parce qu'en fait, ne plus que pour tirer la sonnette d'alarme souvent. Je pense que même parfois, je pense que si jamais ces commissions faisaient le quart du travail qu'elles font, hein, genre pas tout ce qu'on fait, on va juste baisser ce qu'on met dans l'assiette et juste être là en mode, vous avez pensé au et être comme juste la personne chiante qui débarque. Tu vois? Et ok, c'est super votre politique là, mais vous avez pensé à, est-ce que vous avez pensé à, et juste de responsabiliser un petit peu les personnes qui sont dans des positions en fait où déjà ces personnes sont potentiellement payées. Et ça, c'est quand même cool. Et donc, du coup, en fait, ont du temps rémunéré à mettre là-dedans, de pousser les gens à faire leurs recherches aussi, de pousser. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours beaucoup d'empathie pour les gens qui sont dans ces commissions et qui, en fait, souvent sont épuisés, et concrètement. Et c'est pas ouf non plus pour le mouvement d'avoir des gens qui sont toujours au bord du burn-out. Parce qu'en fait, il faut bien que quelqu'un le fasse et on va le faire. Bon, je voulais pas du tout vous déprimer, sorry la commission, c'est pas du tout mon but, mais c'est pour dire que déjà on vous apprécie, voilà, et que parfois je me demande si ce rôle qui est pourtant très très important, ça serait pas aussi important de le repenser à un moment structurellement pour que ça responsabilise plus les élus, les cadres des partis, etc.
parce qu'en fait, on se retrouve un peu dans le système tout ce qui est diversité et inclusion, un peu comme Sarah Ahmed le décrit, qui est que, en fait, vous avez un département diversité et inclusion, donc clairement, on n'est pas raciste, vu que vous êtes là. Et donc, en fait, on peut pas être homophobe, on n'est pas transphobe, on n'a pas de problème, vu qu'on a une commission LGBT. Et en fait, c'est le fait que la commission existe fait parfois que la commission puisse pas faire son taf, en fait. Parce que c'est le camoulox, c'est la réponse à tout, c'est qu'à chaque fois, c'est ben oui, mais vous êtes là, donc clairement, c'est que ça va. Et vous avez fait un document, je ne sais pas où il est, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais vous avez fait un document, donc clairement, c'est que ça va. Donc, voilà, je pense que c'est très important et il faut le repenser un peu. Ce qui fonctionne. Quand on parle justement de la question de faire entendre des voix, de faire entendre des voix politiques, Alex, j'aimerais bien que tu nous parles plus du Goincourt et de justement de la démarche politique de ce Goincourt pour pouvoir élever, faire entendre des voix, ne plus taire certaines voix justement de personnes qui sont marginalisées et qui sont minorisées dans nos communautés LGBT, dans nos communautés lesbiennes aussi. Je suis contente de ne pas avoir à parler de partis politiques. Parce que non seulement je ne les connais pas des masses et je pense que je n'aurais pas eu grand-chose de positif à dire, mais ça, c'est un autre sujet. Pour le gouvernement. La texto, elle sert, tu vois. Je pense pas, mais tu peux essayer. Ça pour les deux en même temps. Les hormones, ça va être beau. Donc, le prix de Goincourt, vraiment, l'idée, en fait, c'est que donc, les littératures lesbiennes, comme je vous disais tout à l'heure, on a un léger problème de quatrième de couverture, tout ça. Mais au-delà de ça, on a aussi juste un problème de visibilité de manière générale. Et alors, pour moi, la question de visibilité, c'est pas une fin en soi. C'est toujours un moyen. C'est jamais une fin en soi. Moi, mon but dans la vie, c'est pas que les autoristes de littérature lesbienne soient genre super visibles. Genre, il faut qu'on en passe par là, mais moi, je veux qu'on parle de littérature, en fait. Parce que c'est genre mon taf, quoi, de littérature. Et de savoir genre, pourquoi un livre nous fait des légitimité, etc., machin, ce genre de choses. Et du coup, l'idée... On persiste. L'idée du Goincourt, donc c'est l'idée de la visibilisation, mais c'est avec peut-être pas forcément ce qu'on entend derrière. Enfin, en fait, pour nous, il y a peut-être c'est plusieurs couches de visibilisation. C'est-à-dire que donc il y a évidemment visibiliser les romans qui vont sortir à la rentrée littéraire, ça c'est évident, et pour le lectorat queer, dire regardez, c'est là, voilà, dépensez vos 20 balles correctement, tout ça. Mais il y a aussi l'idée de visibiliser les autoristes qui écrivent ces livres-là. On a tout un plan de communication très pensé, hyper malin, développé par Jasmin Raisonnable. Moi, je suis là en mode, genre, j'adore l'idée. Voilà, je suis en mode, genre, vas-y, continue, j'approuve. Donc, Lauriane nous a développé un plan de communication génial et en fait, on a c'est un peu une fusée à plein de niveaux. Là, je viens de penser à Katy Perry, c'était pas ça que je devais faire dans ma tête. Excusez-moi. Je sais pas si la fusée, ça c'est genre plus ou moins problématique que genre I Kissed a Girl, tu sais, au niveau des problématiques. C'est pas. Bref. Oui, c'est ça, mais alors la fusée, vraiment, c'est pas possible, quoi. Bon, bref. Donc, dans nos étages de notre fusée à nous, qui est super écolo et tout, il y a aussi, donc il y a les romans, il y a les autoristes, il y a aussi le fait de beaucoup parler des membres du jury, c'est aussi hyper important pour nous. On a 10 personnes qu'on a choisies de manière hyper soigneuse et spécifique. Et c'était hyper important qu'on ait des personnes avec des profils très différents et pour différentes raisons. Donc évidemment des personnes racisées ou des personnes trans et ou des personnes handi, etc. On a une caution hétéro, même si genre lol. Mais bref, on a une caution... Pardon, j'ai oublié qu'on était filmé. Donc,
Et et en fait, l'idée, ça va être aussi de mettre, pour pour ces personnes-là qui ont, par exemple, écrit des livres, etc., de mettre aussi un coup de projecteur sur leur production à elles. Donc, par exemple, je pense à une autrice comme Myriam Alkamar, qui a publié un roman en 2022 qui s'appelle Insolation aux éditions du commun, qui est incroyable, qui se passe entre l'Algérie et la France, et qui sort au mois de mai en poche aux éditions Cambourakis. J'en profite. Et par exemple, le roman de Myriam, il est incroyable. Il est sorti en 2022 et moi, j'estime qu'il n'a pas du tout eu l'écho qu'il aurait dû avoir au niveau de. Enfin, genre, c'est tellement du génie lesbien que, en fait, donner tous les prix littéraires du monde, quoi. Et du coup, par exemple, ça va nous permettre de reparler aussi, par exemple, de ce roman-là. Ou le roman incroyable, le premier roman incroyable, Colza d'Albelac, par exemple, qui est, comme par hasard, est publié aux éditions Blast. Vous savez, sauf les éditions Blast, tout ça. Et bah pareil, il est incroyable et je pense qu'il mérite un écho plus grand que ce qu'il a eu en fait au moment de sa sortie. Et donc l'idée c'est aussi ça, c'est aussi de mettre d'autres autoristes en avant et d'autres thématiques. Par exemple, il y a tout, on parlait de la question des violences conjugales au sein des relations lesbiennes. C'est aussi par exemple un sujet qu'on va trouver en littérature. Et on a par exemple une autre de nos jurés qui s'appelle Lorraine Bell, qui a écrit un super roman. Elle va me tuer tout à l'heure. Qui s'appelle Fête de cyprine et de punaise, et qui est super aussi, achetez-le aussi, et qui parle par exemple de la question des violences conjugales au sein des couples lesbiens. Et ça, c'est aussi un sujet dont on entend hyper peu parler de manière générale, et encore moins en littérature, et encore moins en littérature française et francophone. Et donc c'est ça aussi, en fait, ça nous permet de rebondir sur plein de choses. Et c'est un peu comme une espèce de genre, on tire 15 000 fils à partir de ce prix Goncourt. Et ça va nous permettre de parler de plein de choses. On va pouvoir vachement développer la question de pourquoi la littérature c'est politique. Moi, par exemple, je sais pas, moi, je vois bien avec mes étudiantes l'effet que ça leur fait. Enfin, quand je leur donne de la littérature contemporaine, queer, antiraciste, etc., je vois ce que ça leur fait et je vois à quel point elles kiffent, en fait, d'avoir accès à ce genre de littérature. Et donc, du coup, nous, l'idée, c'est vraiment ça, en fait, c'est de mettre un énorme coup de projecteur sur toutes ces personnes-là, toutes ces productions culturelles là, en fait, et de dire tout ça, c'est génial, allez-y, bouffez toute cette culture, en fait. Tant qu'on peut encore, je sais pas, la produire, etc. Euh, Prenez tout et on vous donne tout et on vous. La question de la visibilité, c'est beaucoup la question de comment on a accès au truc et comment on a accès à la culture. Et du coup, nous, justement, on met en fait un coup de projecteur qui est tellement énorme que tu peux pas ignorer le truc. Le prix Goncourt, il est là et personne ne va pouvoir l'ignorer et c'est un peu l'idée. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est autant important et que ça nous tient aussi autant à cœur. Il y a vraiment un truc de célébration aussi, la joie militante chez les Gwyn, c'est hyper important. Et pour nous, il y a vraiment aussi cette idée, je pense, de joie militante à travers la culture, en fait. Et la culture, c'est pas que pour des personnes hyper privilégiées, cis hétéro, blanches, bourgeoises, etc. C'est Audre Lorde qui dit aussi que, par exemple, la poésie n'est pas un luxe. Et que tu peux, par exemple, la poésie, ça peut aussi être une forme d'expression qui est hyper accessible quand tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que tu peux te prendre 10 minutes et commencer à écrire un poème. Ou par exemple, il y a une autrice des années 1920 et quelques, c'est pas la période, désolée, qui s'appelle Mireille Best et qui a écrit des nouvelles. Pourquoi elle a écrit des nouvelles? Parce qu'elle devait beaucoup travailler et qu'elle n'avait pas le temps, en fait, d'écrire des romans de 300 pages. Donc, à la place, elle écrivait des nouvelles. Donc, c'est aussi ta vie qui peut te conduire à adopter certaines formes d'expression, des contraintes d'une certaine manière, voilà. Mais du coup, tu as écrit avec une contrainte et ça donne des super nouvelles ou des super poèmes. Et donc, c'est tout ça aussi, c'est toutes ces questions-là autour et tout ça est hyper politique, tout ça est hyper militant, tout ça est hyper joyeux et en même temps, on parle de culture et de littérature et de personnes qui font des choses incroyables. Et enfin, moi, je trouve que c'est ça aussi qui est hyper important, en fait, c'est Enfin, moi, j'habite en Autriche, hein. Enfin, je veux dire, les fachos, c'est à tous les coins de rue, donc en vrai, je suis hyper déprimée dans la vie de manière générale. Mais le Goincourt me porte énormément. Et mes petites étudiantes lesbiennes aussi, elles sont trop mignonnes, j'apprête des livres et tout, c'est super. Et franchement, mes étudiantes et le Goincourt, c'est un peu ce qui me porte en ce moment face à la fascisation ambiante. Parce qu'il y a vraiment ce truc de genre, j'ai vraiment l'impression qu'on crée un truc important et qu'on crée un truc qui plaît aux gens. Et moi, toutes les personnes sont toujours en mode le Goincourt, c'est génial, on a trop hâte, c'est trop bien ce que vous faites. Et je pense qu'on a besoin aussi, en fait, moi, en tant qu'être humain, basiquement, j'ai besoin qu'on me dise que ce que je fais, en fait, ça fait du bien à la communauté. Que je le fais pour ça, en fait. Je le fais pour donner des choses, ouais, pour le collectif. Et c'est hyper important. Et du coup, je pense que pour moi, le concours, c'est tout ça. Et c'est tellement d'heures de taf, mais c'est tellement. Enfin, franchement, on s'amuse beaucoup. Et on stresse et tout, mais on s'amuse beaucoup aussi. Et c'est en premier essai, et peut-être qu'il y aura des ratés et tout ça.
En plus, je sais même pas ce que je vais porter pour genre la remise du prix et tout, donc c'est hyper stressant. Mais je pense que ça va être hyper cool. Et je pense que tous les trucs politiques, la politique, tout ça, c'est super. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la culture là-dedans. Et que nous, c'est ça qu'on veut apporter aussi avec l'As Raisonnable. Tu peux totalement sur la joie militante. Bon, j'ajoute un petit point sur la joie militante, du coup, parce que c'est vrai que bon, c'était un peu déprimant mon passage, mais j'aimerais quand même, non, mais en vrai, c'est quand même important de le dire, hein, que, ok, bon, commission LGBT, c'est pas toujours facile, mais quand on a des élus féministes, qui par ailleurs sont proches des associations, de par leur contact peut-être par rapport aux personnes qu'elles mettent dans leur entourage, leur contact avec la commission LGBT, etc., il y a des vraies choses qui peuvent changer. Par exemple, en Belgique, là, ici, donc, on vient de changer de gouvernement et c'est la merde. Hein. Donc, voilà, oui, mais comme partout, en fait. On a glissé vers la droite, là, il y a eu un toboggan. Voilà. Mais avant ça, juste avant ça, il y a eu une petite fenêtre verte où on l'appelle notre marée verte. Hein, 2018, on a eu des réussites écologistes jamais vues en Belgique. On n'a jamais eu autant d'élus et on n'a jamais eu autant de femmes, on n'a jamais eu autant de jeunes femmes aussi, vraiment très jeunes femmes, et des badass dans tous les niveaux de pouvoir. Il faut savoir que la Belgique, on est 4, mais on a 52 niveaux de pouvoir. Okay, donc c'est vraiment compliqué. On a le régional, on a le fédéral, on a la ville, on a le... Et chaque fois que tu demandes, à chaque fois que tu as un problème, on t'envoie toujours chez quelqu'un d'autre. Mais au niveau fédéral, on a eu une secrétaire à l'égalité des chances, secrétaire d'État à l'égalité des chances, Sarah Schlitz, qui a été poussée par ailleurs à la démission avant la fin de son mandat, parce que c'est ça qui arrive quand tu es une badass féministe. Mais elle était incroyable, elle était hyper proche des associations, et sur son mandat, en l'espace de du coup 5 ans, elle a réussi à faire criminaliser le féminicide, elle a fait une relecture de la loi genre, donc en Belgique, on peut changer de mention de genre sur sa carte d'identité et de prénom gratuitement à la mairie, un truc ubuesque, quoi, comme dirait votre président. Donc on fait ça à nous. Et avant, on va le faire une seule fois dans sa vie, après le passage de Sarah. Ben maintenant, en fait, on peut lui remettre en vie. C'est flexible. Enfin, je ne sais plus exactement dans quelles conditions, mais en fait, c'est quelque chose qui peut être revu et qui peut être reproduit au cours de sa vie. Bon, maintenant, on a un nouveau gouvernement depuis 5 minutes, ils sont déjà en train de dire qu'on ne veut pas de X sur les cartes d'identité. Donc voilà, mais ça, c'est un autre problème. Mais elle a réussi à faire passer une loi qui impose l'interdiction du coup des thérapies de conversion. Enfin bref, il y a vraiment 1000 choses qui se sont passées. Il y avait un projet de loi aussi pour les personnes intersexes. On a la décriminalisation aussi du travail du sexe pendant cette période-là. Donc en fait, vraiment, sur une période très courte, et parce qu'elle était très très fort en contact et que son cabinet était très très fort en contact avec les associations de terrain, tout le travail qui avait été fait pendant des années par les assos ont pu vraiment rentrer vite. Et en fait, on avait une majorité pour le faire. Et ça c'était quand même incroyable. Ce qui veut dire quand même qu'il faut continuer à voter au bon endroit. Mais il y a moyen de faire des choses incroyables quand on a des féministes queer-friendly, qui savent être proches des assos, qui sont dans des lieux de pouvoir. Hé, t'as vu, joie militante. Donc, on reste sur la joie militante pour le mot de la fin avant qu'on passe aux questions du public. On va parler d'éco-habitat lesbien idéal. Donc, je vous laisse réfléchir, penser, rêver un peu. On va commencer par Maud. Est-ce que pour toi, l'éco-habitat lesbien idéal, c'est de l'ordre du fantasme politique, d'une nécessité vitale ou d'un doux chaos? Et peu importe la réponse, qu'est-ce que tu mettrais dedans si tu as 1, 2 éléments à mettre dans ton éco-habitat lesbien idéal? Le mien, je sais pas. Je suis très bien là où je vis. J'ai cette chance d'avoir un toit, de vivre seul, parce que c'est le choix que j'ai fait. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment. Mais je pense que un truc qui est central aujourd'hui, c'est la question du logement, notamment pour les personnes LGBT jeunes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une réalité que le visage
social de la transidentité ces dernières années, il a changé, et notamment il a changé en termes d'âge. Et en France, on a un truc un peu bizarre, c'est que ça, c'est pas à 25 ans. Et donc de 18 à 25 ans, en théorie, c'est les parents qui doivent subvenir aux besoins de leurs enfants. Évidemment, quand les gens sont mis à la rue parce que ils sont LGBT et de plus en plus, particulièrement en ce moment, parce qu'ils ou elles sont trans, généralement leurs parents ne leur envoient pas une pension alimentaire tous les mois jusqu'à leurs 25 ans et à ce qu'ils puissent toucher le RSA qui de toute façon ne permet déjà pas de vivre correctement. Et en France, on n'a pas les moyens en fait d'assurer le fait que l'État prenne le relais en fait quand les familles font plus ce qui est censé être leur devoir et ça se traduit par une précarité énorme en fait des jeunes trans face à la question du logement puisque c'est le premier besoin auquel on a une difficulté à répondre quand on n'a pas d'argent. Et là-dessus, il y a eu un projet qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, qui a lancé avec cette ST là dans le nord-est de Paris, qui est une maison qui du coup comporte plein d'hébergements pour plein de personnes, qui vise justement à répondre à ça, à répondre à cette problématique des jeunes trans qui se retrouvent sans solution pour avoir un toit. Et en plus, et c'est une bonne chose, dans le contexte actuel, c'est un projet qui n'est pas financé par les pouvoirs publics et qui donc est géré de manière totalement autonome par l'association. Et pour moi, je ne sais pas si c'est le logement idéal, mais en tout cas, c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça. Ça va permettre au moins en région parisienne de répondre à un tas de besoins, probablement pas suffisamment. Mais je crois que le logement idéal, enfin l'éco-habitat idéal, c'est d'abord l'habitat pour tous, quoi. Et on a aussi dans le FHL aussi, c'est un fonds justement pour les lesbiennes qui migrent et qui est géré par la Ligue et par le label GUI, enfin, il me semble, par les organisations de lesbiennes. Alex, est-ce que ce serait une géante, une bibliothèque géante, queer, lesbienne, I don't know. Qu'est-ce que ce serait pour toi? Je pense que c'est compliqué parce que j'ai soit envie de répondre par une connerie, soit de dire genre on brûle tout et après on voit, ou alors de dire un truc genre hyper un peu genre basique trans de genre en fait moi j'aimerais bien un monde où j'ai pas autant envie de me flinguer parce qu'être trans c'est aussi dur tu vois, mais genre j'ai envie de se calmer, la femme du temps, tout ça, les gouines, j'adore les gouines, tout ça. Moi, franchement, mon éco-habitat lesbien idéal, déjà, genre, on me sort de Vienne, s'il vous plaît, je vous en supplie. Trouvez-moi un poste à la fac n'importe où ailleurs que dans ce pays de fachos. Parce que j'en peux plus d'être et l'arabe de service et le queer de service dans cette fac, ça fait vraiment beaucoup. Et genre, quand il faut se battre juste pour déjanter des toilettes, franchement, j'ai pas le time pour ça, en fait. Genre, j'ai pas le time pour ça. Donc, je sais pas à quel niveau te répondre sur la bibliothèque géante, je suis grave pour, évidemment, toujours. Je sais pas, je sais, je trouve que c'est compliqué parce qu'en fait, moi, j'ai clairement envie de tout brûler, mais en même temps, je me dis, est-ce que avant de tout brûler, il faudrait pas qu'on réfléchisse à ce qu'on fait une fois qu'on a tout brûlé, parce que sinon, j'ai peur qu'on recommence à s'engueuler, tu vois. La question aussi, c'est genre, qu'est-ce qu'on fait de J.K. Rowling, Marguerite Stern et Dora Muto une fois tu vois, on les met où? On les met où, tu vois? Genre, on les met où? C'est une vraie question. Il faut qu'on trouve un truc. La fusée! Excusez-moi. Donc, donc, je sais pas, moi j'ai envie de dire un peu, enfin, si on prend un truc peut-être plus genre accessible ou réaliste, entre guillemets, franchement, le revenu universel, le revenu universel, à défaut de pouvoir abolir le capitalisme, tout c'est tout, franchement, juste le revenu universel, enfin, moi ma vie aurait été tellement différente et tellement plus facile si j'avais eu accès au revenu universel, en fait. Plutôt que de me faire exploiter par une chef genre lesbophobe et raciste. Bon, c'était pas à Vienne, c'était en Allemagne. Mais same shit. Ouais, non, mais les Allemands, les Autrichiens, ils sont. Mais ouais.
Avec le revenu universel, j'aurais pas eu ça. Bref. Donc, le revenu universel, le changement de genre à l'état civil tous les jours à la carte à la mairie. Moi, je veux trop faire ça. Tous les jours. J'ai franchement trop envie de faire ça. Torso gratuite et immédiate pour tout le monde. Déjà, avec une chirurgienne aussi cool que la mienne. Je vous le souhaite. Et avec des délais beaucoup plus courts que les miens, je pense ça aussi. Et moi, j'adorerais, parce que c'est quand même un peu un rêve trans qui réunit toutes les personnes trans, enfin beaucoup en tout cas, c'est qu'on puisse enfin donner nos seins aux femmes trans. Parce qu'en fait, on a vraiment un problème, c'est-à-dire que nous, on n'en veut pas, et elles, des fois, elles en veulent, et moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire ce truc-là, parce que moi, franchement, les miens, ils sont pas si mal. Genre, je les veux pas pour moi, mais j'adorerais les donner à quelqu'un qui en a besoin. Donc moi, j'aimerais bien qu'on instaure un truc comme ça. J'ai pas fait médecine, donc je sais pas trop comment ça marche. Moi, je cherche en littérature, mais s'il y a moyen de faire un truc dans le monde réel, moi, je donne mes seins à qui veut. Ils sont pas tous exactement la même taille, par contre, donc il faut être OK avec le concept. Mais franchement, ils sont pas mal. Donc, faire ça, échange de bons procédés entre personnes trans. Voilà, Nina opère tout le monde. Tu vois, elle est super, elle opère tout le monde. Une rue sur deux s'appelle Audrey Lorde, rue Audrey Lorde. La deuxième, vous choisissez ce que vous voulez mettre à la place. Franchement, on est pas mal déjà, non? Je sais pas, tu veux rajouter quoi, toi? Moi, j'ajouterais pas mal de communautés, en fait. Enfin, aussi parce que, bon, moi, je viens un peu d'une école où j'ai envie de rentrer dans l'afrofuturisme. Enfin, moi, j'ai quand même une communauté qui a été enfin, esclavagisée, colonisée, décimée pendant des générations. Et une des communautés qui a produit le plus d'art et le plus de formes d'expression au sens large, que ce soit dans la diaspora ou dans nos racines. Et une des choses qu'on a toujours fait, c'est une forme d'afrofuturisme, de dire, OK, on peut être super, là, on est dans la merde, mais après, qu'est-ce qu'on peut imaginer et comment, c'est quoi un monde dans lequel on survit pas, on vit. Et cette file aux toilettes, vraiment, les gens, je suis désolée pour vous. Quoi. Je vois les gens qui sont en train de danser sur place. On croit en vous, ça va aller. C'est bientôt fini. Mais j'ai vraiment envie, en fait, de projeter ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi, personnellement, dans mon militantisme, ça fait quelques années que je m'efforce de ne plus me battre contre, mais de me battre pour. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on se bat contre, on finit tous en burn-out, ça marche pas. Il faut qu'on se dise, OK, en fait, c'est quoi le truc qui me fait vibrer? Alors, je cite Adrienne Marais-Brown dans celle-là en disant, mais en fait, c'est du pleasure activism, faire de l'activisme du plaisir. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on parlait des lesbiennes, c'est quand même la lesbienne à la base, elle existe en porte-à-faux pour un choix d'amour, de sensualité, de sexualité, et bon, ça c'est mon moment hippie et bisounours. Restez avec moi, on peut construire un monde arc-en-ciel avec une rue Audrey Lorde. Peut-être 2 ou 3 ou 7. Parce qu'en vrai, on a des places de la République partout, en fonction de la place. Voilà. Je prends moi personnellement à chaque fois que je jure, je suis genre, oh Lord. Et il faut savoir que mon Lord a toujours un E à la fin. Voilà. Je n'invoque pas le Seigneur, j'invoque Audrey. Et je pense qu'en fait, moi, dans un monde idéal, on a une vision, justement, tu vois, on a zappé du coup, la question parce qu'on n'a pas eu le temps, mais de la marentalité, de la filiation et dans les milieux queer. Et en fait, moi, personnellement, il se trouve que j'ai des enfants. Je suis un cliché de Gwyn avec beaucoup trop de casquettes, lesbienne professionnelle, mère, polyamoureuse. Donc, on peut inventer des mondes. Et dans cette question-là, un des trucs qui, moi, m'a vraiment très, très fort frappé, c'est que dans les milieux queer sont à la fois pas accessibles aux enfants et à la fois très accessibles aux enfants. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, comme ils ne peuvent pas se reproduire par accident, et ben quand ils voient des enfants, ils sont pas en mode « Oh my God !» Non, désolé, c'est contagieux ces choses-là, gardez-les chez vous. Donc tu vois, il y a un truc un peu sympa où on est là, oh génial, c'est l'occasion de sortir les coloriages. On va faire des paillettes, quelqu'un veut faire des paillettes. Et donc du coup, il y a un peu pour moi une communautarisation de la parentalité, de la marentalité, de l'éducation d'une certaine manière, parce qu'en fait, à deux, ça marche pas, c'est pas censé fonctionner. On n'est jamais censé être une ou deux personnes à élever des enfants, en fait, concrètement, quand est-ce qu'on dort et c'est une vraie question, quand est-ce qu'on dort donc,
Donc, du coup, ouais, on mutualise, je vais avoir des livres, je vais avoir en effet du logement accessible, du logement gratuit, on va avoir un revenu universel, on veut de la réduction du temps de travail, on veut juste, en fait, dire fuck au capitalisme et faire pousser nos légumes. Et en fait, le truc qui est super, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire, parce que ne me demandez pas à faire pousser les légumes. Je vais vous encourager à faire pousser des légumes. Et ça va être génial. Moi, je vais faire mon propre truc de mon côté, et ça sera différent. Et en fait, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important aussi dans le militantisme et pour le moment aussi dans la création de coalitions, parce que comme je disais, je travaille pas mal à l'international. Et donc, pour le moment, évidemment, le mot d'ordre, c'est ah, qu'est-ce qu'on fait? En gros, hein, il y a la montée de l'extrême droite, le mouvement anti-droit, anti-genre, où c'est tous les copains, by the way. Ils se connaissent tous, ils sont 4. Et c'est les mêmes qui créent des fight clubs pour les adolescents en Suède pour les radicaliser à l'extrême droite que ceux qui financent des morceaux de gouvernement. Enfin, on est vraiment sur. C'est un club. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'on est quand même dans une période dans le temps où, déjà, en fait, on n'a jamais été aussi connectés. On a l'impression qu'on fait un cercle. Hein. Je veux dire, moi, je suis historienne de formation. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'un genre rien. Ça sent un peu les années 20, là, non? Les années 30. Il y a un truc, ça pue un peu. Non, mais... Oui, mais ce n'est pas un cercle, c'est une spirale, en fait. On n'est pas à la même place qu'avant. Avant, quand les gens ils devaient s'organiser, ils s'envoyaient des lettres. C'est vintage, mais ça existe. Nous, on peut s'envoyer un message instantané. On peut créer des réseaux de soutien. Et on a toujours créé des réseaux de soutien. Ça a toujours existé. Mais en fait, maintenant, on a des outils pour le faire qui n'existaient pas avant. Et donc, en fait, dans mon monde idéal, c'est déjà, première chose, on crée une vraie solidarité. En effet, on arrête de se taper sur la gueule dans 2 minutes. On se met d'accord sur ce qu'on fait. Euh, Ceux qui peuvent faire des alliances improbables font des alliances improbables. Mais quoi qu'il arrive, en fait, on se défend. On n'est pas juste en mode résistance aussi, on crée une alternative à ce qu'on est en train de nous présenter. Parce qu'en fait, moi, j'entends beaucoup de gens qui sont en mode ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut qu'on résiste. Et je suis oui, mais il faut qu'on résiste, mais en fait, il faut aussi qu'on soit, qu'on soit créatif. Parce qu'en fait, eux, ils ont des projets pour les prochaines années. Qu'est-ce que nous, on fait? Et en fait, ça, on peut le faire. On peut le faire, c'est faisable. Et après ça, on crée des communautés, on met du logement gratuit, on réduit le temps de travail, on met un revenu universel et on fait la fête, s'il vous plaît. Et voilà, ça c'est très important. Je pense qu'il faut que dans tout ça, on ait envie de danser. Moi, j'aime beaucoup citer Tony Kay Bambara qui disait le rôle de l'artiste est de rendre la révolution irrésistible. Et la raison pour laquelle j'aime ça, c'est pas du tout parce que je suis artiste, non, pas du tout en fait. C'est vraiment parce que parfois j'ai des gens qui me disent oui, mais c'est super, ok, tu fais des plaidoyers, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Est-ce qu'on doit tous apprendre à parler la même langue? Et en fait, le truc, c'est que justement, plus on a d'angles différents pour approcher ce problème, plus on a des galaxies en fait de cerveaux qui se mettent ensemble avec nos niches, avec nos expertises, avec nos tableaux Excel de 4e de couverture. Enfin, on fait des trucs hyper spécifiques et en fait, tous ensemble, ça crée une galaxie qui est impossible à éteindre. Voilà, je m'arrête là. Bon, on vous remercie en tout cas tous les trois, toutes les trois pour votre présence ici ce soir. On remercie aussi le Bonjour Madame de nous avoir accueillis ce soir pour cet événement. Bien sûr, le travail de la commission LGBT, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, site internet, Instagram, Telegram, Blue Sky. Pas Twitter. Et pas Twitter, voilà, exactement. Et je pense qu'on a quand même le temps pour 3-4 questions du public. J'imagine que vous en avez. Ok. Il faut se lancer. Soyez pas timide. C'est parfait. C'est parfait, on a été impeccable. Ouais, voilà. Elle me force. Non, mais elle me force à poser une question. Je suis élue dans le 11e LGBT concerné. Merci beaucoup pour cette table ronde. Ça fait du bien. Vous parliez justement de
de la place des commissions LGBT et du rôle qu'on peut avoir pour sensibiliser les élus dans les partis politiques. Effectivement, c'est un rôle difficile et je salue Eric, Élie et beaucoup de gens ici qui font un travail de dingue. Après, j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a un problème, et tu le disais, je crois, d'invisibilisation. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'être rattachées en fait, à leur orientation sexuelle et qu'en fait, ça devienne une marque de fabrique, c'est-à-dire, en gros, tu dis que tu es LGBT, ou tu dis que tu es gay, que tu es bi, tu es lesbienne, etc. Et en fait, du coup, tu es invité que pour parler de ça, quelque part, et en fait, ça te définit en tant que personne politique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et notamment, moi, j'avais organisé une table ronde avec la commission LGBT sur la question de la bisexualité. C'était dur de trouver des personnes bisexuelles ou même lesbiennes affirmées. On trouve beaucoup plus de gays hommes, je vais le dire en toute tranquillité chez les écolos, mais c'est vrai, on a beaucoup, nous, de personnalités gays hommes chez nous qui sont assumées que de lesbiennes femmes. On a Alice Coffin, on a des personnalités comme ça qui sont très connues, mais en dehors de ça, on est peu à assumer soit notre bisexualité, soit notre lesbianisme en tant que femme politique. C'est beaucoup plus dur. Et voilà, je lui ai demandé un peu pourquoi ça explique cela. Enfin, je sais pas, vraiment un vrai questionnement parce qu'on est quand même, je pense, pas mal de femmes politiques qui en fait sont bis, sont lesbiennes ou autres, mais il y a un problème de coming out politique qui est beaucoup plus important, je trouve. Et il y a peu de femmes qui le font. Donc voilà, moi, je sais pas, c'est intéressant de parler de comment on est out en politique, quoi. Enfin, voilà. Moi, je ne peux pas répondre vraiment sur le plan politique, mais par contre, ça me fait vachement penser au milieu universitaire. Parce que moi, moi, je suis dans le département de lettres et de langue romane. Donc, en Autriche et en Allemagne, c'est tout ce qui est genre langue française, portugaise, espagnol, italien, etc., roumain, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que moi, le nombre de personnes, de mes collègues qui sont queer, mais il y en a tellement. Déjà, genre les mecs, enfin, voilà, pas hyper hétéro globalement quand ils font de la littérature. Et plein de meufs aussi, en fait, qui sont lesbiennes, mais je ne l'ai pas appris tout de suite, j'ai appris tout ça au fur et à mesure. Alors que pour les collègues gays, tu ouvres Grindr et genre tu vois que c'est assez facile globalement de voir qui sont tes collègues gays, quoi. Et du coup, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que des fois, des fois, je titille un peu, je suis en mode genre, pour moi, de toute façon, vu ma dégaine, je suis, genre, voilà. Je pense que les étudiants ne se posent pas des milliards de questions avant de se dire, je pense qu'Alex c'est queer. Même si je suis pas sûre à quel point elles peuvent se dire, genre, enfin, quelle lettre ou whatever, quoi. Mais en tout cas, en termes de queerness, c'est là, et pour moi, c'est hyper important. Mais en fait, il y a vraiment ce truc de justement pas des trucs pareils. Moi, j'ai pas la réponse. Le seul truc que je vois, c'est qu'il y a un peu un parallélisme en termes de je veux pas être définie seulement par rapport à ça, ou je veux pas faire des cours que sur ça, ou je veux pas nan, nan, nan. Et moi, j'ai toujours envie de leur dire de reprendre un peu ce truc du concept de génie lesbien et de dire, mais justement, est-ce que en fait, par exemple, est-ce que ça pourrait pas t'amener à te questionner sur une autre manière, une autre approche pédagogique, comme par exemple, ça peut amener à une autre manière de faire de la politique. Moi, par exemple, je sais que je développe une pédagogie qui est hyper queer et féministe et que ça passe par plein de choses. Typiquement, je sais pas, juste genre tutoyer les étudiantes. Je veux pas être con, on dit comme ça. Mais genre, on crée un rapport, on change un peu le rapport de pouvoir, etc. Ou genre, je dis à tout le monde, c'est quoi vos pronoms. Enfin, c'est des trucs basiques, tu vois, au-delà des textes qu'on fait et tout. C'est aussi ce truc-là. Et j'en parle vachement avec mes collègues queer. Je suis en mode, genre, mais du coup, pourquoi vous utilisez pas votre identité en cours d'une manière ou d'une autre? Parce que je trouve que c'est hyper important que ça mène une autre manière d'enseigner les langues et la littérature. Et en fait, c'est hyper timide, et notamment mes collègues lesbiennes, ça va être en mode genre, elles viennent me voir, elles sont en mode genre, Alex, ce semestre, je fais étudier un roman de dépense, ou moi, ce semestre, je fais étudier un roman de Wendy Delors et tout, et je suis là, genre, c'est super, j'adore ces romans et tout, c'est super. Mais tu veux pas aller un peu plus loin, tu veux pas leur dire aussi pourquoi, pour toi, c'est important. En fait, pourquoi c'est important de faire étudier Apocalypse bébé ou Viendra le temps du feu, pourquoi c'est important en fait. Pourquoi c'est important pour toi, etc. Pourquoi tu as choisi ce roman-là en particulier. Moi, je le justifie. Moi, j'explique toujours beaucoup, par exemple. Je leur dis, et je dis toujours à mes étudiantes, qu'est-ce que ça vous fait, genre, au trip de lire ça. Genre, en ce moment, on fait baise-moi en cours à 9h du matin, tous les jeudis matins. Et je leur fais, qu'est-ce que ça vous fait de lire baise-moi? Genre, en vrai, de lire des pentes comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Et c'est une question, c'est hyper politique, c'est hyper politique de genre. Et elles sont là, bah, quand même, c'est un peu intense. Et je suis là, genre, développe. Et voilà, et en fait, je trouve que, et moi, je leur ai dit dès le début du semestre, je leur ai dit, genre, je suis queer, et j'aurais même fait, ce que je fais pas tous les semestres, mais j'aurais dit, je suis un mec trans,
Enfin, normalement, je dis pas un mec trans parce que c'est trop binaire et tout, mais bon, là, je simplifie en cours. Et je dis, genre, par exemple, je suis un mec trans et je vous le dis parce que vous êtes que des filles. Et pour moi, c'est hyper important que vous ne pensiez pas, par exemple, que je suis genre un mec cis, même si vous me prenez pour un PD6 ou whatever, parce qu'on a parlé des questions de violence sexuelle, sexiste, etc. Donc, par exemple, je vous dis que je suis un mec trans, comme ça, vous voyez qu'en fait, on est tous concernés par les questions de VSS, etc. Et on en parle aussi à égalité, où on est tous concernés. Et c'est que des trucs comme ça, et pour moi, c'est hyper important. Et je trouve que moi, j'enseigne différemment parce que je suis queer, en fait, et parce que je suis féministe. Et pour moi, je pense que c'est à l'université ou à l'école ou comme en politique, je pense qu'on devrait se saisir de ça aussi pour juste genre, montrer qu'on peut faire de la politique différemment. Enfin, et c'est forcément, on a un autre point de vue situé, donc forcément qu'on peut faire des choses différemment. Et je trouve que si on parle de l'écohabitat et tout, bah, genre, c'est important de repenser comment on fait de la politique aussi. Même si moi, je veux pas faire de la politique et tout parce que j'en fais peur, mais ça me panique de ouf, mais genre bravo, mais moi, je peux pas. Oui, voilà, mais pas la politique, les partis, les commissions et tout, vos documents et tout. Moi, je fais avec les tableaux Excel tout seul dans mon bureau. C'est très bien. Mais je pense qu'en tout cas, je pense qu'il y a plein de sphères professionnelles où on peut en fait appliquer le même raisonnement de manière générale. Et c'est juste, on a un autre regard sur le monde, on a un regard lesbien, queer, féministe, antiraciste, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait et en quoi ça nous fait bosser différemment. Et en vrai, je pense que c'est une question qui vaut pour plein de sphères professionnelles en fait. Ouais, moi je pense que quand on se retrouve en fait avec des... En fait, c'est un peu un problème qu'on ne va jamais résoudre tant qu'on n'aura pas des personnes qui sont out. Et en même temps, loin de moi l'envie de pousser les personnes à sauter. Parce qu'en fait, c'est quand même une question hyper intime, c'est une question qui en amène plein d'autres. C'est pour moi aussi une question, notamment chez les élus racisés, où les implications parfois aussi se situent aussi bien à des niveaux d'intime que des niveaux qu'à des niveaux globaux. Je me dépêche. Mais je pense qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est que si jamais on a des personnes out, qu'elles s'appliquent à faire de la politique quote unquote intersectionnelle et qu'en fait on force les portes, qu'on défonce les portes à parler des trucs qui n'ont rien à voir. Moi, je veux voir des lesbiennes dans les commissions financières, en fait. Ça suffit. Parce qu'en fait, ce qui se passe systématiquement, c'est que déjà, quand tu es une femme en politique, tu es toujours dans les commissions femmes, les commissions pour l'égalité des chances, peut-être qu'on va te mettre dans les questions de handicap. Et je dis ça, moi, enfin, tu vois, c'est ma spécialisation, hein. L'un dans l'autre, c'est mon taf. Moi, j'ai chef de cabinet dans cabinet égalité des genres, égalité des chances et culture francophone. Enfin, bon, voilà, hein. Mais le problème, c'est que souvent, déjà, en fait, on n'est pas formé à en toucher deux quand il vient, pour les femmes cis en tout cas, quand il s'agit d'économie. Mais en fait, c'est là que le bas blesse. C'est là que se trouvent toutes les questions, à un moment ou à un autre, sont rattachées aux questions d'économie. Donc, il faut qu'on arrive dans toutes les commissions. Il faut qu'on parle de tout. Il faut qu'on montre notre solidarité sur tous les sujets et pas se dire je me sens pas trop légitime en fait. Moi, je parle que des questions lesbiennes parce qu'en fait, la société va vouloir nous pousser uniquement dans ce couloir-là. Donc, si jamais c'est la place qu'on prend, c'est super. Mais il faut qu'on arrive à sortir de notre moule aussi. Et en fait, là, typiquement, moi, je viens juste de coordonner une recherche sur les lesbiennes racisées pour ILC. Et une des choses qui est revenue sur la participation politique, notamment des femmes roms en Roumanie, c'est qu'en fait, systématiquement, quand on a des femmes roms qui sont élues, bon, déjà, elles sont jamais out, mais elles se retrouvent toujours cantonnées aux questions communautaires. Et on les range toujours dans les commissions pour les droits des personnes roms. Et c'est important. Et en fait, d'un autre côté, on a envie d'avoir des personnes concernées dans ces commissions-là. Mais on veut aussi avoir des personnes roms quand on parle des taxes. On veut avoir des personnes roms quand on parle de tout le reste des sujets, en fait. Voilà. Oui, peut-être sur cette question spécifique de la visibilité dans l'espace politique, particulièrement des mecs gays versus les femmes lesbiennes. Je pense qu'il y a, bon, il y a aucun doute sur le fait qu'il y a plus de mecs gays à des postes de pouvoir que de femmes lesbiennes. Mais pour moi, c'est principalement dû au fait que c'est des hommes et on aurait tort de voir ce truc de il y a plus de visibilité en tant que gay comme une traduction d'un même avantage. C'est-à-dire que pour le coup, je pense que cette survisibilité des mecs gays par rapport aux femmes lesbiennes, elle est principalement subie. C'est-à-dire qu'on a eu des ministres gays, on a eu des ministres lesbiennes ces derniers mois. En pratique, les ministres gays, s'ils étaient out, c'est parce que ça se savait et que tout le monde en parlait beaucoup plus que du fait que les femmes étaient lesbiennes. Et qu'à un moment, ça s'est posé comme eux, comme
en fait, soit je le dis, soit on va m'outer dans 6 mois d'une manière que je maîtrise pas du tout. Alors que les lesbiennes ont beaucoup plus la maîtrise de comment elles font leur coming out, parce que bien souvent, ça attire beaucoup moins l'attention médiatique en réalité, le fait qu'elles soient lesbiennes, même si ça se sait. Et voilà, il y a pas. Non, elles ont beaucoup plus le choix. Et je pense que là, il se pose quelque chose qui est au croisement de l'orientation sexuelle et du genre. C'est-à-dire que dire d'un homme gay que il est gay, c'est dire qu'il est moins un homme. Et c'est beaucoup plus infamant quand on travaille, enfin, quand on s'attaque à la question du pouvoir, que de dire que de dire d'une femme qu'elle est lesbienne, qui veut dire qu'elle remplit pas sa place dans la société d'épouse. Mais c'est beaucoup moins infamant pour ce qui est de la question d'occuper un poste de pouvoir. Et c'est le truc les lesbiennes subissent moins de discrimination au travail que les hétéras comparativement, quoi. Et donc, ouais, je pense qu'il enfin, tu parles, enfin, il y a aussi tout un enjeu de ne pas évacuer en fait la question de l'orientation sexuelle de la question du genre. Enfin, tu vois, tu dis que tu dis à tes étudiants que tu te présentes comme mec trans, tu vois, mais pour moi, c'est important de penser les masculinités homosexuelles aussi comme des masculinités particulières et très subalternes, et de penser la question de l'hétérosexualité, y compris dans les communautés trans, et de ce qu'elle peut produire, et de ne pas l'évacuer parce que personne n'a le genre qui lui a été assigné à la naissance. Ça n'évacue pas la question féministe et la question du sexisme, en fait. Et voilà, je pense que c'est très important de penser ces questions comme toujours interconnecté, ce que dit l'orientation sexuelle du genre dans la version. On vous remercie à nouveau. Malheureusement, on doit mettre fin à cet événement. Donc, on espère que vous avez apprécié ce temps avec Alex, avec Aïda et avec Maud. Et n'hésitez pas à suivre, bien sûr, leurs différentes pages sur les réseaux sociaux. D'avoir animé cette conversation. C'est le moment de l'apéro. C'est là comme un LGBT qui paye. Je rigole. C'est pas notre budget commission. Ça, c'est une blague, mais c'est vachement bien. C'est moi qui ai dû parler. Ah, ben évidemment. Et on a du débat, la table ronde lesbienne en ruralité numérique qui est annoncée sur le réseau social de la commission. Ah oui, Et dans l'informatique, pouvoir qualité, en milieu. On a